Et parfois, vous êtes plus content de votre travail que dans d'autres fois. Des fois, c'est vrai, des fois c'est plus simple. Si tout va dans le même sens, c'est plus simple. Mais si j'ai plein de contradictions, j'ai parfois du mal. Vous vous demandez comment elle va vivre à la fois ça, plus voilà, ça, plus ça. Oui. Donc, si en plus ça. Oui, tout à fait. Et des fois, c'est vrai, j'ai des gens qui sont contradictoires. Et qui sont complexes, contradictoires, et ça arrive, ça arrive. Hein. Donc ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, et ça vous prend encore du temps? Alors, donc ça, c'est l'étude karmique. Après, je commence par l'étude du destin. C'est les prévisions, en fait. Non, le destin. Ça, c'est le destin. Qu'est-ce que c'est le destin? Le destin, c'est ce que la carrousel nous met sur... qu'on a sur notre route tout au long de notre vie, de notre naissance à notre mort, les grandes lignes. Voilà, donc au niveau... Donc ça c'est quand même prévisionnel, excusez-moi. C'est prévisionnel sur la vie. Vous utilisez les systèmes de direction? Non, vous utilisez les transits? Non, pas du tout. C'est l'interprétation du thème natal. Ah oui, alors attendez, expliquez-moi, comment vous faites parce que là, ça alors, vous faites appel à une technique que je ne vois pas très bien de quoi il s'agit. Alors, donc l'interprétation du thème natal, on commence par les angles. Alors, d'abord, une synthèse du signe et de l'ascendant. Après, on regarde si les angles sont occupés. Oui, donc, d'abord, l'ascendant, après le milieu du ciel, après la maison 7 et après la maison 4. Et après, on regarde dans les maisons s'il y a plein de planètes dans une maison. C'est cette maison-là qui va être très importante dans la vie de la personne. Et en dernier, on regarde quel signe est très occupé. Et quand on a déjà regardé tout ça, alors après on va regarder les sextiles, les trigones, les carrés, les oppositions, et s'il y a beaucoup de carrés, s'il y a beaucoup disons beaucoup de carrés, beaucoup d'oppositions, c'est quelqu'un qui va plus se battre dans la vie pour y arriver. Les aspects dissonants. S'il y a beaucoup d'aspects favorables, les choses elles iront plus facilement. Donc ça sera donnera une image générale de la vie de la personne. Enfin, voilà. Elle aura une vie plus ou moins malmenée, ou plus ou moins heurtée, voilà. Plus ou moins mais calme. Après, il faudra prendre, par exemple, au niveau de l'argent, je vais regarder au niveau de l'argent si c'est une personne qui va vivre aisément, par exemple avec le soleil dans la maison 10, avec Jupiter dans la maison 10 ou dans la maison 2, parce que la maison 2 et la maison 10, ce sont la maison de l'argent et de la réussite sociale. Donc si tout ça va dans un sens positif, surtout si le maître, il faut aussi considérer les maîtres, donc le maître de la maison 2 en maison 10, donc c'est une situation lucrative. Donc ça c'est au niveau de l'argent, s'il n'y a pas des pertes entre la maison 2 et la maison 8, donc là c'est des pertes surtout avec Neptune. J'ai eu une personne qui avait plein de restaurants et qui avait Neptune en maison 2 très négatif, et bien c'est quelqu'un qui a tout perdu par des abus de confiance, par des gens qui l'ont ruiné. Et En fait, je vous fais une petite objection, parce que ça c'est dans son thème, et on ne sait pas à quel moment ça va se réaliser. Ah non, on ne sait pas. Donc si vous la voyez à 30 ans, ça s'est peut-être pas encore réalisé. Voilà. Donc, alors que si la personne à 50 ans, ça s'est déjà réalisé. Donc c'est ça le problème de l'astrologue, c'est qu'il est une sorte dans l'intemporel. Comme elle disait tout à l'heure, soit je suis dans la constante, c'est-à-dire je vais dire un truc qui va être globalement vrai pour la personne, mais globalement, et pas forcément à n'importe quel moment, mais globalement. Par exemple, quelqu'un peut avoir vécu 30 ans très heureux, et puis à un moment donné, sa moyenne va descendre, parce qu'après, ça va être catastrophique. Oui, alors là, on a des repères. C'est Jupiter, c'est à peu près entre 40 et 55 ans. Ça, c'est les moments de Jupiter. C'est l'âge de Jupiter. Saturne, c'est après la soixantaine. Oui. Alors, on a un petit peu de repères comme ça. Ah oui, d'accord. Oui, à quel âge est touché. Voilà. Oui. Alors, c'est assez curieux parce qu'effectivement, les astrologues sont amenés à utiliser des notions aussi simples que les âges pour se retrouver. Donc, bon, alors les âges, ça vaut ce que ça vaut, les âges. Mais effectivement, souvent, il y a cette volonté que l'astrologie utilise d'autres informations que les informations proprement astrologiques.
besoin je dirais, de points de repère, effectivement. Oui, mais le problème, c'est que parfois l'astrologie utilise autre chose que l'astrologie. Mais enfin, bon, de toute façon, qu'est-ce que vous pensez, pour changer un peu de sujet, est-ce que quand vous vous intéressez à l'astrologie mondiale, ce qu'on appelle rue mondiale, Carmen Zacchery? J'ai pas appris, mais par moi-même, je regarde, oui, alors je m'interroge. Oui, alors vous avez depuis là, le temps de en ce moment, ça fait depuis 2009 que Uranus est opposé à Saturne. Et on sait que quand, au niveau mondial, deux planètes lentes s'opposent, eh ben, il va se passer des catastrophes. Parce que deux planètes lentes, c'est des planètes qui restent un certain temps à la même place, qui envoient des aspects donc dissonants, l'une par rapport à l'autre, et donc ça atteint les ondes, le magnétisme atteint la matière. Surtout Uranus, Ben, qui est révolutionnaire, Uranus. Oui, mais face à Saturne, c'est terrible, quoi. Ça amène des problèmes au niveau de la nature, au niveau du comportement humain. Violence. Voilà, ça amène plein de problèmes généraux. Et donc, j'ai regardé jusque quand Saturne était à la même place. Donc Saturne s'en va à partir du mois de septembre, un petit peu, à peu près cette année. Et donc, je pense que ça ira mieux à ce moment-là. Les choses, elles se remettront tout doucement en place. Oui, ce qui est bien chez Carmen Zacchery, c'est qu'au moins, elle se pose la question de savoir combien de temps ça va durer. Parce qu'il y a beaucoup d'astrologues qui sont actuellement dans le catastrophisme et qui disent, voilà, on est en train d'une phase de turbulence qui va durer indéfiniment. Et vous, c'est le côté un peu comme ça, apocalyptique, voilà, maintenant. Et moi, l'autre jour, j'étais à une réunion, je leur dis, mais combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est irréversible? Ils m'ont dit, oui, oui, c'est irréversible parce que, comme ce sont des planètes lentes, ce sont des cycles qui reviennent très rarement. Donc, forcément, ça va durer très longtemps. Et voilà, donc effectivement, aujourd'hui, les astrologues sont un petit peu comme ça dans le catastrophisme fin des temps. Voilà, on était entré dans une ère, alors s'il y a l'ère de Verseau aussi, alors, on est entré dans des cycles très longs, et ils ont du mal à dire que quelque chose peut durer 3-4 ans. Ça devrait de plus, surtout au niveau mondial, encore dans la consultation individuelle, je pense qu'ils y arrivent. Au niveau mondial, ils ont quand même une tendance très forte à dire, voilà, maintenant, les temps sont arrivés pour que les choses se détraquent et ils n'en voient plus la fin. Et vous êtes... moi, je suis persuadée qu'à partir du mois de septembre, tout se remet voilà, mais c'est bien en d'entendre ça. ordre petit à petit. Parce que j'ai regardé 2012, parce que tout le monde dit le 21 décembre 2012, là, j'ai sorti le jour-là au niveau du thème astral, mais il ne se passe rien. Donc pour moi, c'est un jour comme un autre. Ah oui, donc du moment que pour l'astrologie, c'est le guide. Du moment que l'astrologie ne dit rien, mais vous savez, l'astrologie, elle réserve des surprises, l'astrologie, parce que je vous signale qu'il y a des facteurs qui parfois sont négligés par les astrologues. Par exemple, l'autre jour, quelqu'un me disait, c'était même hier, me disait, voilà, on ne peut pas expliquer la situation actuelle sans les planètes au-delà de Saturne. Or, vous avez des astrologues qui ne travaillent pas avec les planètes au-delà de Saturne. Parce que vous savez que jusqu'au 19e siècle, on ne connaissait pas ces planètes. Vous savez. On s'arrêtait à Saturne. Donc, maintenant, donc, les astrologues ne voient plus qu'à travers des planètes que les anciens ne connaissaient absolument pas. Et donc, par conséquent, bon, il y a aussi un autre problème, c'est le problème des étoiles fixes. Beaucoup d'astrologues ignorent complètement les étoiles fixes, ne tiennent pas du tout compte. Et donc, par conséquent, on peut dire, par exemple, quelqu'un va dire, ah, actuellement, il ne se passe rien, parce que lui, il ne considère pas certains facteurs. Donc, les astrologues ne sont pas forcément d'accord sur les facteurs qui interviennent ou pas. C'est pour ça que ça peut vous surprendre quelque part ce genre de discussion, monsieur Lucas, mais chez les astrologues, le fait que les astrologues dépendent d'un certain savoir fait qu'ils discutent beaucoup de la valeur de ce savoir. On n'est pas seulement en train de dire, moi je suis astrologue, je fais mon métier, etc. Ils savent très bien qu'il y a au-dessus d'eux, si on peut dire, des chercheurs
des théoriciens qui peuvent, il y a qui peuvent apporter des nouveaux éléments, des historiens. Donc finalement, ils sont quand même dépendants de cette espèce de centrale, de ce monde, de ces cercles de réflexion qui... le mariage de l'astrologue et de l'astronome. Ah, il y a aussi cette question-là. Cette question-là aussi. Ah ben, ça existe aujourd'hui, c'est un couple très compliqué, ça, c'est un fait. Entre l'astronome et l'astrologue qui... Il y a ça aussi, il n'y a pas que ça, mais c'est certain que depuis... Maintenant, dans quelques années, peut-être qu'il y aura... On parle par exemple beaucoup de Chiron, encore hier soir, on a parlé découverte en 77. Hein, voilà, et qui serait une planète très importante parce qu'elle est entre le monde de Saturne et le monde d'Uranus, etc. Il y a également les lunes de je sais plus, les lunes de Saturne. Les satellites. Il y a des lunes... Non, mais il y a les astéroïdes, surtout. Il y a les astéroïdes. Bon, effectivement, il y a aussi le problème de Pluton qui a été déclassé. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Par contre, Pluton, moi je l'utilise et je trouve que Pluton oui, c'est souvent ça a été déclassé. Amène toujours des effets vifs et qui j'ai déjà remarqué que ça arrive quoi, avec Pluton. D'ailleurs, j'ai Pluton sur mon ascendant en ce moment. Eh oui. Alors, il y a des gens qui l'ont jamais. Vous avez l'ascendant en Capricorne? Oui. Et donc, il y a des gens qui ne l'ont jamais, en fait, compte plutôt sur l'ascendant, parce qu'il est tellement lent. Non, il est 250 ans, alors. Et oui, et donc, je pense que je suis dans un changement... Moi, j'ai Uranus en Bélier en ce moment. Uranus en Bélier, oui, mais bon, il faut voir si... Vous avez quoi en Bélier, plus exactement? Moi, je suis Bélier ascendant Verseau. Ah oui, c'est ça. Donc, et ça dépend s'il est à quel degré, votre soleil. Je l'ai su il n'y a pas très longtemps. C'est facile, vous êtes né à quel jour du mois? Le 2 avril. Le 2 avril, donc vous êtes dans le premier décan encore, fin du premier décan. Oui. Donc l'Uranus n'est pas encore passé sur... Pas encore? Non. L'Uranus, je crois qu'il est vers moi, c'est juin, juillet, je crois qu'il rentre dans le Bélier. Non, mais il ne va pas passer à 10 degrés du Bélier. Ah non, pas à 10, à 10. Parce que lui, il est à 10 degrés son soleil. À 10, oui. Mais alors, vous avez le temps encore. C'est le temps? Oui, vous avez encore un an ou deux, je ne sais pas, il faut regarder les éphémérides. Oui, j'ai à peu près 3 ans. Oui, pour faire l'ensemble, oui. Pour que Uranus soit à 10 degrés. Ah oui, d'accord, c'est ça. Oui, d'accord. Oui, effectivement, je voulais vous poser une question, justement. Parce que bon, c'est vrai que vous êtes un peu allé, vous vous présentez un peu comme un électron libre, si vous voulez, de toute manière. Vous êtes, bien que vous soyez passé par une école, mais c'est quand même que le milieu est quand même relativement hiérarchisé, si vous voulez. C'est parce que finalement, à la différence du milieu des voyants, où finalement les seules questions qui sont en plan, c'est la question de la déontologie. Alors on va dire, oui, mais c'est tout ce qu'on peut dire. La seule chose que les voyants peuvent faire pour s'organiser entre eux, c'est la déontologie. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Alors que les astrologues, eux, ils n'ont pas seulement une déontologie au niveau de la façon dont il faut gérer la communication, ils ont une déontologie intellectuelle. C'est-à-dire qu'il faut aussi si on a amélioré, si les chercheurs ont amélioré certains outils, ou ont modifié certains outils, il faut que les praticiens en tiennent compte. Et c'est là qu'il y a souvent une tension entre les chercheurs et les praticiens. Par exemple, c'est comme si par exemple un médecin disait « Oui, écoutez, ce médicament, vous voulez qu'on va le supprimer, mais moi je trouve qu'il a donné de très bons résultats. » Si le médecin décide que ce médicament n'a plus à être utilisé, le médecin ne peut plus l'utiliser. Même s'il a des résultats. Parce que ces résultats, il peut y avoir des effets à long terme qui sont nocifs, il peut y avoir ceci ou cela, mais il y a une hiérarchisation du savoir astrologique qui fait qu'effectivement le praticien est amené à... Regardez dans l'axe des nœuds dont on parlait, il y a 40 ans, personne n'en parlait. C'est une innovation, l'axe des nœuds. C'est pas que l'axe des nœuds n'était pas connu, mais il n'était pas utilisé du tout, comme vous le dites. Donc ce sont des gens qui ont innové dans ce domaine-là. L'astrologie, là, dans l'axe des nœuds, autant la notion sur le plan astronomique est connue depuis toujours, autant les astrologues le mettaient de certaine manière dans le thème astral, mais globalement, ils ne l'utilisaient absolument pas comme vous le faites. Donc, et puis ça peut être comme ça pour autre chose.
il y a des modes, il y a des choses qui se font pas. La lune noire, par exemple, pendant très longtemps, pendant toute la première moitié du XXe siècle, on ne l'utilisait absolument pas, on ne la connaissait même pas. Donc il y a des choses qui... la question de savoir si vous êtes disposé, Carmen Zaccuri, à participer à des réunions où on discuterait de l'avenir de l'astrologie, des nouvelles techniques à utiliser, etc. Ou bien si vous restez dans votre pratique à vous, et puis du moment que ça donne des résultats, c'est là qu'on voit la frontière entre... Ce sont des milieux très différents, en fin de compte, même si parfois il y a des gens qui ont des comportements entre les deux, mais globalement, le milieu astrologique dépend quand même très fortement des travaux qui sont faits. C'est sûr, c'est comme ça. Et pas des travaux uniquement de tel ou tel praticien dans son cabinet, mais des travaux qui sont faits par des chercheurs qui sont censés après faire passer leurs travaux aux praticiens. C'est un groupe solidaire, c'est-à-dire que c'est censé être plus solidaire, c'est un milieu où il y a des interactions à l'intérieur de ce milieu. Oui, parce que moi j'ai fait mes recherches moi-même. Par exemple, j'ai pris un crash d'avion et j'ai pris 40 personnes qui sont mortes dans l'avion. Eh oui. Et j'ai fait des recherches par rapport à ça dans les 40 thèmes. Eh oui, c'est bien. Et ils avaient tous Uranus négatif. Oui. Alors, ou dans la maison 9, qui est les voyages au niveau de l'avion, et alors, ou en aspect négatif avec le Soleil, ou en aspect négatif avec Mercure, ou en aspect négatif avec Mars, ou tout cela négatif entre eux, mais il y avait toujours un aspect brutal et en rapport avec Uranus. Uranus qui est l'aviation. Oui. Et Lady qui est décédée dans un accident de voiture, donc c'était très brutal. Elle avait la conjonction Mars-Uranus en maison 8, et Mars-Uranus c'est un accident, et dans la maison 8 donc, qui donne la mort. Et donc c'était quand même marqué dans son thème natal. Est-ce que ça voulait dire qu'elle devait avoir cet accident? Eh ben, je pense qu'elle serait morte un jour ou l'autre, ou qu'elle aurait eu un accident grave un jour ou l'autre. Ça, c'était dans son karma, en quelque sorte? Dans son thème natal. Enfin, c'était karmique? Non, c'était le destin. Parce que j'ai pas compris. Il y a des choses qui sont karmiques, il y a des choses qui sont de l'ordre du destin. Parce que alors là, excusez-moi, alors là, je suis encore un petit peu... Parce que le karma nous fait évoluer. C'est-à-dire, on a dans notre subconscient tout ce qu'on a vécu dans des vies d'avant, ce soit des peurs ou des angoisses ou des problèmes ou des dons. Mais ça, on doit transformer ça. Et déjà dans cette société actuelle qui est autre que celle où on a vécu avant, on doit donc transformer et améliorer tout ça et aller vers autre chose. Et ça, c'est le karmique, c'est vers quoi on doit se diriger ou vers quoi on doit aller. Alors que le destin, c'est des choses qui vont vous tomber dessus, qui n'ont pas vraiment de raison d'être. C'est l'argent, le travail, la famille, les amis, la santé, les dangers, la réussite sociale, les choses comme ça, les enfants. Et tout ça, excusez-moi de revenir là-dessus, tout ça, c'est ce qu'on vous a enseigné. Oui. Ça. Donc finalement, vous appliquez, vous avez appris, c'était à quelle époque vous avez appris ça? En 94. Donc il y a une quinzaine d'années, d'ailleurs c'est comme vous travaillez depuis finalement, oui. Ça fait une quinzaine d'années qu'on vous a transmis cet enseignement, voilà. Et que vous le vérifiez régulièrement à travers vos consultations. Tout à fait. Après, quand les gens y viennent, je revérifie encore mon thème, parce que les gens ils me disent, ils me donnent d'autres indications et d'autres faits dans leur vie, et que je vérifie encore dans le thème. Donc, vous, monsieur Lucas, là on a l'exemple de le professeur, celui qui a élaboré cette méthode, hein, puisque madame a été à prendre au CUL, donc on peut imaginer, donc il a formé d'autres personnes que madame Zaccuri. Et donc ce monsieur, ou cette dame, je ne sais pas, il a développé certaines choses, bon, il pourrait aussi se demander d'où il les a sorties, mais bon, on retrouve certaines notions chez d'autres astrologues karmistes qui ne sont pas de cette école-là, enfin, peu importe, mais c'est quand même un certain enseignement
qui est appliqué peut-être par des centaines de personnes, comme Madame Zacury, qui l'accommode, qui l'adapte, qui l'ajuste à leurs clients, etc. Mais malgré tout, il y a un corpus de connaissances, il y a un corpus technique qui est commun à toutes ces personnes qui appliquent cette astrologie karmique. Oui. Parce qu'en plus, parce que dans ce que vous parlez du destin, c'était aussi dans l'enseignement Oui, j'ai tout appris. Voilà, c'est ça. Donc finalement, voilà. Donc, c'est-à-dire c'est intéressant parce que souvent les... Enfin, moi, c'est ça, c'est un cas remarquable. Vous avez rendu compte, voilà. Il y a 15 ans ou 16 ans, elle a été formée, on lui a donné un savoir, une méthode, une pratique, un protocole à suivre, etc. Et depuis, elle l'applique en toute satisfaction, elle y met du sien, quelque part, bien sûr, mais malgré tout, on est très loin du schéma de la voyance, d'une certaine manière. Même si vous n'êtes pas un cas typique, parce que vous avez tout un bagage de connaissances que vous utilisez en plus de la voyance. Donc vous êtes un petit peu un personnage hybride, c'est-à-dire que vous êtes assez inclassable. Vous avez un bagage dans le tarot, dans la numérologie, vous connaissez l'astrologie un petit peu, vous avez les oracles, mais en plus vous êtes dans la voyance. Donc, donc vous êtes entre deux feux, c'est-à-dire que... je jongle, comme le battleur du tarot, je jongle. Non, parce qu'il y a des voyants qui ont un bagage moins lourd. Parce qu'en compte, vous avez un truc assez lourd, là, voyez-vous. Vous avez un savoir qui est assez lourd, tout de même. J'ai à savoir que c'est pareil, j'essaye de m'améliorer d'une manière permanente. Donc, de lire, d'étudier, de regarder ce qui a été fait dans le passé. Et puis, bon, le côté divination, l'avantage que j'ai par rapport à Carmen, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est qu'on va capter quelque chose sur un instant. Que vous voyez qu'elle l'a sans savoir. Et ben voilà, c'est beaucoup plus, c'est quelque part plus facile parce que je vais travailler sans filet et à moi d'être clairvoyant et le plus crédible possible. Parce que la différence, si vous voulez, entre le voyant et l'astrologue, c'est que le voyant, un astrologue ne va jamais dire que son travail dépend uniquement de lui. Il ne va jamais dire c'est moi qui ai tout trouvé à ça. fait. Alors que le voyant, l'astrologue a besoin de se référer à un enseignement qu'il a reçu, tous les livres qu'il a lus, et lui, finalement, bon, humblement, il se contente d'appliquer. Enfin, il y a une certaine humilité de l'astrologue, alors que le voyant, lui, il se met quand même beaucoup en avant. Le voyant se met en avant. Le voyant va entre guillemets, mettre en jeu quotidiennement, et plusieurs fois quotidiennement, on va dire entre guillemets, ses capacités. Oui. C'est s'enfiler constamment. Oui. Parce qu'une personne est différente d'une autre, et il faut être le plus crédible et le plus voyant possible. Souvent, certaines personnes, ça me fait très plaisir quand elles viennent me voir pour la première fois. Mais comment faites pour voir ça? Alors je réponds, vous êtes venu voir un voyant pour que le voyant voie quelque chose. Donc c'est mon métier. Et c'est ça. Les gens viennent, la première consultation va être une consultation de test. On envoie un voyant, je vais aller le voir ce qu'il voit, etc. Et la voyance, c'est un sujet essentiellement entre femmes, les salons de coiffure, les salons d'esthétique, etc. Et on va dire, ben oui, c'est un bon voyant, il a capté ça, etc. Et après, ben, les gens reviennent, après, on peut des fois plus peaufiner quand on a un feeling un petit peu différent. Mais le premier rendez-vous en voyance, il faut être très performant. Oui. Mais parce que la personne sort de chez vous, elle va très souvent, quand ils vont dans la voiture, ils vont téléphoner. Bon, effectivement, on sent au feeling la personne satisfaite, la personne un petit peu moins. La personne, il y a des fois ça arrive où on a les réponses aux questions, mais les questions ne conviennent pas à la personne. Les réponses ne conviennent pas à la personne plutôt. Mais on pourrait dire par exemple que la voyance correspond à quelque chose d'extrêmement ancien. C'est son expérience, on pourrait imaginer dans un monde presque non technologique, exactement, où on ne fait pas de calcul, exactement, où on n'a pas de livre même, à la limite, on pourrait très bien avoir des voyants dans une société qui est très sauvage, dans la forêt, et je ne sais pas. Alors que l'astrologie, elle correspond à un degré de technologie beaucoup plus élevé. On peut faire de la voyance sur la place du marché à Lutz, on met une roulotte, les gens viennent. Oui, non, mais je veux dire que
l'astrologie, elle est née à une époque beaucoup plus tardive que la voyance. Donc, elle s'est substituée à la voyance. Parce que la voyance précède de très loin, dans le temps, l'astrologie. Je dirais la voyance, le maître mot, les premiers voyants furent entre parenthèses les premiers prophètes qui faisaient des prophéties. Bon, après, dans le monde, les Grecs avaient donc les Pythies qui faisaient de la voyance, la lecture des oracles, et dans les traditions que l'on va dire ancestrales ou primitives, le magicien, le voyant, la voyante, avec des supports, les runes chez les Vikings, les os de poulet quelque part en Afrique, etc. Il y a tout le temps les tablettes, le viking en Chine, chez les Celtes dans les arbres. Le côté de lire, de s'interroger sur ce qui va se passer, a toujours été quelque chose d'humain, par curiosité quelque part. Et vous, Madame Zacury, quelle idée vous faites de l'histoire de l'astrologie? Alors, ça faisait partie de votre enseignement aussi, comment elle est née, comment elle est apparue Oui, mais j'ai pas trop prêté attention à tout ça, quoi. Je suis allée quand même directement vers l'interprétation. Parce que bon, c'est vrai que c'est intéressant, bon, je l'avais lu et tout ça, mais bon, Ou enfin, spontanément comme cela, vous avez quand même une idée oui, je de sais comment c'est né. Ça vient du Moyen-Âge. On ne vous pose pas la question, je ne sais pas moi. Ça vient du Moyen-Âge, mais bon, j'ai pas beaucoup fait de recherche par rapport à tout ce qui est ancien. Et à votre avis, comment, on peut revenir sur les questions, comment est-ce que les astres agissent sur nous, à votre avis qu'est-ce qu'on vous a dit là-dessus? Les astres agissent par... comme des ondes, comment dire, on les ressent, on est imprégné. À la naissance notamment, par exemple? Comment? À la naissance, oui. À la naissance, je dirais que l'enfant est imprégné de l'état céleste du moment. Et il en est imprégné pour toute sa vie. C'est la psychogénèse. Donc effectivement, c'est ça, il est imprégné, c'est ça. Et à votre avis, tout enfant capte ces énergies? Ça vient automatiquement, on ne le sait pas, mais il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous gouverne et puis on ne le sait pas. Et en fin de compte, il n'y a jamais de hasard. Si on rencontre quelqu'un, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on a quelque chose à faire avec cette personne, ou elle nous apporte quelque chose, en tout cas il y a quelque chose à vivre avec cette personne-là. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça, j'ai pas très bien compris. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Non, mais vous parlez d'une personne qui... Oui, par exemple, si on rencontre quelqu'un, je pense qu'on a quelque chose à vivre avec cette personne. C'est toujours des correspondances propres à notre destin. Mais ça, vous êtes assez d'accord là-dessus, monsieur Nicolas? Lucas, oui. Je veux dire, c'est... Est-ce que vous avez cette même idée que les choses... que c'est préprogrammé, que nous devons vivre... Il y a des grands axes qui sont programmés, il y a des grandes bornes sur le destin, il y a comme des poteaux indicateurs avec des choses qui sont totalement inévitables. Et il y a également l'autre partie où nous-mêmes, on doit construire une grande part de notre destin. Oui, on nous donne des choses sur notre route, on nous met des choses sur notre route à notre naissance, et c'est à nous de faire avec ce qu'on nous donne, d'avancer et de saisir, de saisir tout ce qui est positif et d'en tirer un maximum de bon. De bon, tout à fait, et ce qui est négatif, essayer de le contourner ou de l'éviter. De l'éviter ou d'améliorer. Donc vous pensez par exemple, Carmen Zacury, que les astres agissent parfois en bien ou en mal? Oui. C'est-à-dire qu'ils ont le double rôle. Oui, alors quand ils agissent je dirais pas en mal, mais quand ils sont dans le négatif, je dirais qu'il vaut mieux rien faire la période-là. Il vaut mieux rien entreprendre, il vaut mieux attendre que ça se passe. Mais alors vous parlez tout à l'heure de vibration ou d'énergie, alors comment ça se fait qu'il y a des moments où justement... on pourrait penser que le ciel, il envoie surtout des
des forces positives, non? D'une certaine manière, on pourrait imaginer ça. Plutôt que des forces négatives. Il envoie les deux. Il envoie les deux. À des moments, il envoie plein de forces positives, à des moments, il envoie plein de forces négatives. De toute manière, on voit comment les marées, ça agit avec la Lune. La Lune, ça, tout à fait. Non, parce que par exemple, vous savez que la nuit, quand même, c'est pas. Si on prend le problème du jour et de la nuit, on sait que la nuit, c'est pas une force en elle-même, c'est une absence, la nuit. Je voulais dire la Lune. Non, mais je vous donne un exemple. Oui, C'est-à-dire que la nuit, c'est pas. Parce que vous savez, dans les anciens systèmes très naïfs, on disait que parfois le soleil envoie des jets lumineux, parfois il envoie des jets nocturnes. Donc on sait très bien aujourd'hui que la nuit, c'est plutôt une absence de jour. Donc on pourrait penser que le mal, c'est l'absence du bien. Voyez-vous ? C'est-à-dire qu'on pourrait penser que c'est pas les astres qui agissent de façon négative, c'est plutôt. Vous disiez d'ailleurs vous-même très bien tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des moments où la configuration n'existe plus. Oui. Où elle se défait. Oui, tout à fait. Quand la planète elle avance, donc le transit est terminé. Il y a une nouvelle théorie que je vous soumets, je vous signale, c'est justement celle qui consiste à dire tout simplement que lorsque la configuration permet une certaine cohérence des choses, permet de donner de l'ordre aux choses, et lorsque la configuration se défait, le désordre s'installe. L'astrologie n'a pas déclenché le désordre, c'est simplement que le processus astrologique, il a ses limites, et que lorsque le processus ne fonctionne plus, le désordre s'installe. C'est pas du tout la même chose. Parce que ça permet d'éviter de mettre sur le compte des astres certaines influences. C'est l'absence d'influence qui déclenche le problème. Il y a toujours, en fin de compte, des petites influences. Il y a toujours des petites influences de la Lune, Mercure, Vénus qu'on ressent moins, parce que c'est des planètes rapides. Donc, mais je dirais qu'il y a toujours des influences. Mais des influences, qui sont lourdes et qui agissent sur nous, ce sont des influences qui ne durent pas. Non, justement, qui durent. Qui durent, mais pas indéfiniment. Pas indéfiniment. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça la grande question. Ouais. C'est que la question, c'est que qu'est-ce qui se passe quand une configuration n'existe plus, quand elle s'est défaite, quand une conjonction n'existe plus. Ben là, il y a toujours les petites planètes qui sont là. Oui, d'accord, mais il y a aussi tout simplement quelque chose qui vient de l'absence de la force. Hein, quand quelque chose disparaît, ça déclenche aussi des effets. L'absence est aussi un processus qui a des effets. Hein, donc il ne s'agit pas. Le fait qu'un processus n'existe plus ne signifie pas que l'absence du processus est sans effet. Tout à fait. Parce que si les gens sont habitués, par exemple, à manger et que tout d'un coup ils ne peuvent plus manger, il y a un problème. Oui. Donc, si les gens sont habitués à l'électricité, tout d'un coup on coupe l'électricité, il y a un problème. Donc c'est aussi l'absence. L'absence est également signifiante. C'est ça qu'on veut dire au niveau de l'astrologie. Oui, alors quand il y a des absences, alors là c'est pour ça que je fais des prévisions aussi par révolution solaire si je n'ai pas de transit qui me donne des indices. Donc, non, parce que l'absence, ce qu'il faudrait, c'est apprendre à interpréter les absences, voyez-vous. Mais interpréter si, par exemple, vous avez une puissance X qui a un certain effet. Maintenant, cette puissance X, elle arrête de faire ses effets. Vous pouvez réfléchir quelles sont les conséquences de l'absence d'effet. C'est que normalement, il ne se passe rien. Ah ben justement, il se passe beaucoup de choses, puisque justement, cette force-là existait, elle jouait une certaine fonction, et cette fonction ne fonctionne plus. Donc il se passe quelque chose. Si une voiture ne marche plus, vous pouvez dire, imaginez que quelqu'un est sur un bateau, tout d'un coup le bateau ne marche plus. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne se passe rien. Mais automatiquement, il y a une autre planète qui arrivera. Ah, automatiquement, d'abord c'est pas automatique déjà, parce que c'est pas, vous savez très bien que le processus des cycles n'est pas, il n'y a pas un cycle qui forcément prend la suite de l'autre. On va voir un truc. Il y aura toujours une planète qui sera là. Oui, mais c'est pas. Et qui amènera. Ça fait la fin du système solaire dans ces cas-là. C'est vraiment un truc très. Parce que non, vous n'avez pas compris. On parle pas. Vous n'avez pas suivi la discussion. On n'est pas en train de disparaître. On parle d'une conjonction, une configuration qui n'existe plus pendant un certain temps.
C'est pas que le système solaire disparaît. Non, La configuration se refera à un autre moment. Mais entre le moment où elle se fait, elle se défait, où elle se refera, il y a un moment qui peut durer longtemps. Mais sur le plan personnel ou sur le plan général? Mais c'est valable dans les deux sens. Mais on est en train de parler sur le plan général, là, mais on peut parler aussi sur le plan individuel. Par exemple, un homme politique, par exemple, est porté par une certaine configuration. C'est cette configuration qui lui permet d'exercer une certaine puissance, un certain pouvoir. Voilà, Quand cette configuration n'existe plus, vous comprenez ce que ça veut dire qu'elle n'existe plus? C'est-à-dire que la conjonction... il part à la retraite. Elle n'est plus là. Non, il ne part pas à la retraite. S'il a 20 ans, il ne va pas partir à la retraite. Cette conjonction n'existe plus, il est en période d'attente de la conjonction suivante. Oui. Donc il va devoir vivre avec le souvenir et la situation qui s'est déclenchée lorsque la conjonction s'est produite, et l'absence tout d'un coup va faire que, par exemple, prenons un cas amusant, c'est pas vraiment amusant, imaginons un couple qui se marie à un moment donné qui est favorable, et puis après les configurations qui ont déclenché ce processus ne sont plus là. D'accord. Eh bien, ou elles ne sont plus, elles reviendront, mais elles ne sont plus là pour l'instant. Comment vivre la situation qui s'est ainsi créée alors que les facteurs qui ont permis cette situation de se constituer ne sont plus là? On les prévient, attention, ça va être une période. On les prévient, oui, c'est ça, voilà. C'est pas difficile de telle période, du mois de novembre au mois de février. Exactement. Sauf que ça peut durer plus longtemps, mais c'est ça. Restez zen, madame, restez calme, monsieur. Exactement. À partir du printemps, ça va aller mieux. C'est bien ce que je vous dis. Donc, on n'est pas dans l'absence. Donc, le fait que quelque chose disparaisse, il va falloir vivre avec. On va mettre en garde. Oui, mais il va falloir vivre avec cette. Tout à fait. Voilà, c'est ce que j'étais d'expliquer à Carmen Zachary. C'est-à-dire qu'effectivement, quand une configuration n'existe plus, c'est pas qu'il se passe plus rien, il se passe un manque. C'est un manque, on va mettre la personne en garde si c'est véritable. Et le manque, ça peut être très difficile à vivre, ce manque. Oui. L'absence de quelque chose. On vous donne quelque chose, on vous l'enlève. C'est pas rien. C'est comme un secret. C'est pas rien le fait de ne plus avoir quelque chose. Oui, c'est sûr. Bon, donc il faut que vous réfléchissiez à qu'est-ce qui se passe lorsque, effectivement, une configuration ne se produit plus, et ne dire pas simplement, ah ben voilà, il n'y a plus rien, la configuration n'existe plus, il n'y a plus rien. Non, il y a le manque, les apports de cette configuration vont manquer. Et donc ça c'est une situation. La situation d'un manque. Oui, la vague creuse, elle va être difficile. Voilà. Donc c'est pas simplement rien. C'est un manque qui peut être très grave. Moi, je pense qu'il y a d'autres planètes qui arrivent. Par exemple, Uranus s'en va, Saturne arrive, et amène d'autres. Oui, mais c'est pas automatique. C'est pas automatique. Il peut très bien y avoir 2 planètes ou 3 planètes qui disparaissent en même temps, enfin qui disparaissent. Non, il n'y a pas un relais merveilleux qui fait que lorsqu'une configuration n'existe plus, il y en a une autre qui apparaît immédiatement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez, moi, je trouve que c'est quand même rare qu'il n'y a pas du tout de... Et puis même si vous avez une petite bricole, par exemple, vous étiez sous une configuration lourde, et puis vous avez une petite bricole Mercure-Lune, ça va pas faire le poids par rapport au manque. Donc, pour l'exemple, quelqu'un qui peut avoir quelqu'un qui a une carrière dans le cinéma avec 3 Césars, un Oscar et plein de choses. D'un seul coup, période d'absence. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. La personne fera peut-être déjà dans la MJC, au fin fond de la Normandie, au fin fond de la Lorraine. Ou de la Lorraine. Et puis, la Lorraine, parce qu'elle ira à la MJC, c'est très très bien, pourquoi pas à l'Olympici-Aius. Et puis 4 ans après, elle va avoir l'Us d'or de Berlin. Parce qu'elle va rencontrer Fassbinder, elle va avoir un rôle absolument sublime. Donc il faut aider. Pendant 4-5 ans, elle a traversé une période vide. Oui, voilà, effectivement. Vous avez raison, c'est comme ça que je crois que là on est au cœur de la consultation astrologique, finalement, c'est d'aider la personne à passer une période vide. Parce que là aussi, vous touchez à un sujet qui est un peu délicat, c'est que tout le monde n'est pas concerné par toutes les planètes. Alors vous nous dites, oui, bon, il aura Saturne, mais si une personne est marquée par une certaine configuration,
il en a rien à foutre qu'il y ait une configuration qui se produise. C'est Ça ne se remplace pas comme ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, il ne faut pas dire ah oui mais il y a autre chose qui arrive. Non, c'est pas de la même nature. Même au niveau mondial, c'est pas la même nature. C'est pas parce que Neptune ne va pas remplacer Uranus. Alors donc. Il va amener autre chose. Autre chose qui va peut-être pas le valoriser de la même manière, qui sera peut-être pas vécu de la même manière, et donc par conséquent la personne elle sera bien contente de retrouver, comme disait notre ami, de retrouver un jour ou l'autre quelque chose qui est dans son sens. Exactement. C'est pas comme le PDG d'une Mais des fois, ça peut être très long. Ça peut être très long, hein. Eh ben oui. Il y a des fois 10 ans. Mais c'est pour ça que je vous dis, finalement, ce qui est négatif en astrologie, c'est pas forcément la configuration astrologique, c'est la disparition ou la suspension de la configuration astrologique. Et ça, sur le plan métaphysique, c'est très important, parce qu'au lieu de mettre sur le compte de l'astrologie je ne sais quelle catastrophe, on dira, ah ben oui, la catastrophe ou le désordre s'est produit parce que justement l'astrologie n'était plus là. C'est une différence entre dire que l'astrologie provoque des catastrophes quand elle n'est plus là, quand elle n'est plus agissante, que de dire que l'astrologie elle-même provoque des catastrophes. C'est pas la même mentalité, c'est pas le même état d'esprit, voyez-vous. Et actuellement, on va plutôt dans cette direction, c'est-à-dire qu'effectivement, l'astrologie donne des moments où l'astrologie est maîtresse de l'ordre, d'une certaine manière. Elle établit un certain ordre, elle permet à certaines choses de fonctionner. Bon. Mais elle ne peut pas le faire en permanence, parce que c'est cyclique. Donc à un certain moment, elle lâche prise, il y a lâcher prise, les gens se retrouvent face à eux-mêmes. Voilà, face à eux-mêmes. Ils n'ont plus le support, ce que j'appelle l'aimant. Par exemple, l'aimant qui permettrait à cette société de s'organiser. La structure s'en va. La structure se dissout, se déstructure. Dans le cas, oui. Et à ce moment-là, c'est là que les choses deviennent problématiques. Et actuellement, madame, là, enfin, on pourrait discuter, on n'est pas dans un colloque. Vous avez l'intention de venir demain ou pas Bah oui. J'aimerais bien que vous veniez à Nancy parce que vous n'allez pas vous embêter. Oui. Et puis c'est une très bonne préparation ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est pas trop tôt, c'est 11h. Donc, effectivement, d'ailleurs vous-même vous êtes invité, mais enfin je ne sais pas si vous avez le temps, et puis c'est pas non plus votre domaine complètement. Avant que vous ayez pris goût à rencontrer des astrologues depuis. Mais il est certain qu'il y a des choses qui doivent vous échapper, mais vous comprenez vite. Et puis moi je vais vous dire une chose qui va peut-être vous amuser, c'est que souvent les non-astrologues sont plus ouverts aux nouvelles recherches astrologiques que les anciens astrologues. Très certainement. Parce que les anciens astrologues, ils ont leurs habitudes, et les nouveaux astrologues, moi c'est pour ça que j'ai pensé, par exemple récemment, à donner des séminaires à des gens qui ne sont pas astrologues, mais qui sont dans le domaine de la voyance, etc., parce que eux, ils peuvent capter de nouvelles recherches, alors que ceux qui sont déjà dans l'astrologie, eux, ils sont un petit peu fixés sur leur truc qu'ils ont appris. Et ils sont plus ouverts aux nouvelles recherches en astrologie, voyez-vous. Donc finalement, actuellement, je pense que l'astrologie, les nouvelles astrologies peuvent être justement particulièrement mises au service des non-astrologues qui sont dans le domaine de la voyance. Oui, parce qu'ils ne sont pas en train de défendre ce qu'ils ont appris. Voilà, non, il y a des ponts, tout à fait, oui. Mais surtout avec la nouvelle astrologie. En parlant d'absence de configuration, vous voulez également évoquer par exemple la fin d'une structure ou la fin d'un style de civilisation, quelque chose comme ça, par exemple l'absence de... Oui, sauf que je ne vais pas aussi loin que ça. Moi je parle sur des domaines, des périodes relativement courtes. Ouais. Tout à l'heure je disais qu'il ne faut pas faire du catastrophisme civilisationnel, etc. Mais même par exemple quand on prend la période actuelle, le désordre actuel, il n'est pas tellement lié à la présence de telle ou telle planète, mais l'absence de certaines configurations majeures. Et d'ailleurs, les astrologues le reconnaissent eux-mêmes. Actuellement, il n'y a pas de conjonction, il y a des trucs qui manquent. Donc c'est plutôt ça. En fin de compte, il faut regarder, quand on va expliquer une certaine situation, il ne faut pas uniquement regarder ce qu'il y a, mais ce qu'il n'y a pas. En disant, tiens, il manque ça. Il manque telle configuration qui aurait pu mettre de l'ordre. D'accord. Et donc souvent, les astrologues, ils vont expliquer la situation avec ce qui existe, et pas avec ce qui manque. Mais où de l'ombre, la lumière. Voilà, il vaut mieux dire qu'on est une période juste... Alors, parce qu'à vouloir, justement, précisément, un astrologue qui se respecte, il voit une situation de désordre, il ne devrait pas essayer d'expliquer le désordre par les configurations astrales, mais par l'absence de configuration astrale.
Et ça, c'est de ça dont on parlera demain, notamment. Mais tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus, c'est évident. Hein, parce mais c'est vrai que la révolution... Ouais, non, ouais, ça, c'est pas vrai. Si on prend par exemple la situation actuelle, bon, on en parlera, mais bon... de toute façon, si vous allez sur Téléprovidence, vous verrez, il y a des tas de discussions là-dessus. Bon. La situation actuelle, c'est plutôt qu'il y a une configuration majeure qui a cessé de fonctionner. Et en cessant de fonctionner, il y a des effets considérables. Et il faut attendre qu'elle refonctionne dans 3 ans, 3-4 ans, comme disait notre ami tout à l'heure, pour que l'ordre revienne. Voyez-vous ? Bon. Par exemple, c'est ce phénomène tout simplement facile à comprendre de la dislocation. C'est-à-dire les choses se séparent. Il y a des tas de ruptures qui s'organisent, il y a des gens qui veulent se débarrasser les uns des autres, bon, etc. Il y a des divorces à toutes sortes de niveaux, je parle au niveau mondial, mais même probablement au niveau individuel. Donc c'est une société qui part dans tous les sens. On le voit depuis quelques mois notamment. Les gens sont mal. Bon, alors, mais ils sont mal, mais en même temps, ils sont contents de ne plus avoir cette autorité. C'est toujours à double sens. Parce que finalement, si on prend le cas de l'Irak, par exemple, regardez l'Irak qui est un cas très intéressant, on a fait tomber Saddam Hussein. Mais Saddam Hussein, il faisait tenir l'Irak. Tout à fait, oui. Et en supprimant Saddam Hussein, on a vu que l'Irak partait dans tous les sens. Donc, c'est assez complexe. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'astrologie, elle est du côté du pouvoir, de manière. Elle est du côté du pouvoir qui organise et qui oblige les choses à s'organiser et à converger. À partir du moment où le phénomène astrologique se disparaît, eh bien, automatiquement, les choses qui étaient différentes et qui cohabitaient, eh bien, elles ne peuvent plus cohabiter. D'où une dissémination, d'où une dispersion des énergies. Et ce que nous vivons actuellement, du point de vue de la nouvelle astrologie dont je suis un des chefs de l'école, si on peut dire, c'est justement cette idée que... donc finalement, on est d'accord sur pas mal de choses, tous les deux. Enfin, il y a des éléments que je comprends. Par exemple, je trouve très appréciable que vous disiez que... Enfin, moi, je m'intéresse à tous les astrologues. C'est-à-dire, la diversité des discours sur l'astrologie est presque infinie. C'est pour ça que c'est très passionnant d'interviewer des astrologues, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va entendre. En fait. Autant quand je vois... Bon, même avec les voyants aussi, mais avec les astrologues, quand on s'y connaît, quand on est un connaisseur, on s'aperçoit qu'il y a une diversité de points de vue, d'analyse qui est prodigieuse. Donc effectivement, je pense que je ferai un article probablement, parce que sur Téléprovidence, on fait à la fois des vidéos et à la fois on fait des études, on fait des articles, des études qui sont rédactionnelles. Donc effectivement, c'est intéressant. Il y a aussi une question, alors le problème, c'est que vous allez me faire l'objection, évidemment, c'est quelles sont les fameuses configurations qui sont là et qui manquent. Alors que je trouve qu'elles ne manquent pas en ce moment. Oui, justement. Alors c'est là que justement, c'est là le problème, c'est que précisément elles ne manquent pas, alors qu'il y a des problèmes. Donc, si on considère que, enfin, on ne va pas rentrer dans une sorte de raisonnement un peu par l'absurde, mais si effectivement on est dans une période si on admet, il faudrait quand même avoir des idées simples en astrologie, Madame Zachary. Des idées simples, à savoir par exemple ordre, désordre, conjonction, disjonction, le moment où les choses se rassemblent, de toute façon, si on n'a pas des idées relativement simples sur le cours des choses, le cours des sociétés, on va nulle part, sur le yin et le yang, tout ce qu'on veut. Enfin, il faut avoir quelque chose de relativement simple. Et donc il y a des périodes où, par exemple, si on prend l'Union européenne, il y a eu des périodes, il y a eu l'avènement de l'euro, et puis il y a la période de la crise de l'euro. Voilà, c'est dialectique. Il y a des moments où les économies on les force à converger, au moment où elles ne peuvent plus converger. Bon, eh bien, vous avez deux solutions. Soit vous expliquez la non-convergence par je ne sais quelle présence d'Uranus en Bélier ou de Pluton en Capricorne ou je ne sais pas quoi, soit vous dites au contraire que la non-convergence, c'est l'absence du facteur d'unification, de rassemblement qui correspond à certaines configurations. Voyez-vous, il faut diagnostiquer période de désordre, période de dysfonction, donc rechercher le moment, s'il n'y a pas eu depuis peu une configuration qui s'est défaite. Bon, si vous n'avez pas cette méthodologie, effectivement, bon, alors à ce moment-là, vous trouvez... Donc c'est l'astrologie avec le plus et le moins, quoi. C'est très...
C'est ça, il y a une puissance, il y a un signal, il y a un signal qui fait qu'à un moment donné, tout va, il y a des personnages, ça va beaucoup plus loin, il y a des personnages qui sont capables d'unifier, capables de rassembler, et ces personnages-là, à un moment donné, ils perdent cette puissance de rassemblement. Et à partir du moment où ces leaders ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, ne savent plus rassembler, eh bien, il se passe ce qui doit se passer. C'est-à-dire que les choses se disloquent, se dispersent. Je pense que ça a toujours été un peu comme ça. Je pense qu'il y a toujours eu des périodes. Eh bien oui. Ah mais il y a toujours. Mais attendez, on est bien, c'est bien de ça. Non, on dit qu'on est en train de décrire un phénomène qui n'est pas du tout nouveau. Voilà. Qui a dit que c'était nouveau? Ça a toujours existé. Voilà. Eh bien, absolument. Mais la règle reste valable. C'est-à-dire qu'effectivement, quand la configuration n'existe plus, il y a du désordre. D'accord. Il ne faut pas expliquer le désordre par la configuration. C'est la configuration est liée à l'ordre, et quand il n'y a pas de configuration, il y a du désordre. Bon, maintenant, la question est de savoir, comme vous utilisez un très grand nombre de configurations, le problème vous avez beaucoup de mal à vous y retrouver, puisque de toute façon, vous avez trop de facteurs qui rentrent en jeu, vous tenez compte de trop de facteurs, donc vous n'avez jamais ce sentiment du manque, vous n'avez jamais ce sentiment de l'absence. Mais si vous supprimez telle et telle planète, si vous faites un peu le ménage dans votre ensemble astronomique, voilà, eh bien, il y aura un moment. Vous comprenez, c'est ça le grand problème, c'est quand on a trop de facteurs, on ne constate plus le manque. Voilà, c'est ça le problème. Et à partir du moment où il y a ce problème, vous perdez en lisibilité. Enfin, si vous dites vous-même, ah oui, mais il y a celui-là qui disparaît, mais il y a celui-là qui arrive, puis celui-là qui revient, etc. À ce moment-là, on n'a plus de lisibilité, l'astrologie n'est plus lisible. Et à ce moment-là, on retombe sur la numérologie, parce que la numérologie arrive toute jolie en disant, mais moi je suis cohérente, moi je suis simple, etc. Et à ce moment-là, l'astrologie perd la bataille face à la numérologie, parce que l'astrologie, ayant perdu sa cohérence et sa lisibilité, elle laisse la place à une numérologie qui a, je ne suis pas numérologue moi-même, et je ne suis même pas spécialement convaincu, mais je constate que la numérologie propose des services qui ne sont plus assurés par l'astrologie. Parce que justement, comment? Oui, c'est certainement... Non, mais parce que l'astrologie est en faillite par rapport à justement son propre fonctionnement. Et donc, alors maintenant les gens disent, oh l'astrologie n'est plus ceci, ne fait plus ceci, ne fait pas cela. Non, je dis pas ça. Je dis une certaine astrologie qui est un petit peu à revoir, effectivement, est dans cette situation-là. Mais l'astrologie est constamment capable de renaître de ses cendres parce qu'elle peut se renouveler. Bien sûr, c'est pas bien sûr. Elle peut se restructurer et à ce moment-là, elle peut regagner le terrain qu'elle a perdu. De toute manière, on verra bientôt, puisque Saturne s'en va au mois de septembre. Donc, on verra ce qui se passera après, puisqu'il n'y aura plus cette attraction négative entre Saturne et Uranus. Donc, on verra qu'est-ce qui se passera quand il n'y aura plus d'aspect. Ah oui, mais ça, c'est votre système à vous, ça. Mais l'aspect, attendez, parce que vous considérez que c'est un aspect. Mais d'abord, premièrement, attendez, là, on n'est pas en train de faire un cours d'astrologie, donc il faudrait revenir là-dessus, on en parlera peut-être plus longuement demain. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de dire... parce que si vous commencez à nous dire parler des aspects, il y a tout le temps des aspects. Hein. Donc il faudrait peut-être faire aussi le tri sur les aspects. Il faut faire le tri sur le nombre de planètes, il faut faire le tri sur le nombre d'aspects. Oui. Parce que si vous avez trop d'aspects, eh ben, il n'y aura jamais cette absence. Donc on est dans un trop-plein là. En vous écoutant, on a l'impression d'être trop-plein. Parce que non seulement il y a un grand nombre de planètes, mais en plus, il y a un grand nombre de connexions possibles entre les planètes. Donc finalement, on n'en sortira jamais. On n'en sortira jamais. Parce qu'il y a les aspects il y a les carrés, il y a les sextiles, il y a les trigones, il y a les quinconces, il y a ceci, etc. Donc, voyez-vous, donc c'est un système qui est saturé. Voilà, on est en face, on pourrait qualifier le système dont vous parlez qui est un système saturé. Il est tellement saturé d'informations, tellement saturé d'interconnexions, d'interactions, qu'il devient inutilisable, d'une certaine manière. Parce que, alors par contre, si vous supprimez un certain nombre de planètes, un certain nombre d'aspects, etc., alors là, effectivement, vous allez avoir un relief, un profil qui va réapparaître, et vous allez dire, par exemple, voilà, mais effectivement, par exemple, bon, donc il faut... Une astrologie ne peut être opérationnelle que si elle fait une cure d'amaigrissement, que si elle renonce à une certaine pléthore de facteurs. Autrement, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut l'utiliser que dans un contexte de voyance, quasiment, ou d'intuition. Comme on disait tout à l'heure, vous êtes toujours un peu surprenant ce que je disais,
C'est vrai que face à cette complexité même, comment voulez-vous faire autrement que de faire des choix comme ça, hein, de choisir ceci plutôt que cela. Mais l'astrologie actuellement, elle est saturée d'informations. Et donc la nouvelle astrologie, elle, au contraire, elle va proposer des schémas beaucoup plus simples, et sans avoir peur du vide. C'est ça, on a l'impression, en vous écoutant, qu'il faut éviter le vide. Il faut éviter le cas où il n'y aurait pas d'aspect, pas de planète, etc. Mais au contraire, maintenant on a découvert la vertu du vide, le vide est également signifiant. Le vide fait également message, fait également signal. Et on peut par exemple étudier astrologiquement une période non astrologique. C'est-à-dire qu'on peut étudier qu'est-ce qui se passe quand quelque chose a disparu. Hein, par exemple, donc je peux très bien vous faire une étude sur une période de vide. Alors ça ne sera pas d'astrologie au sens premier du terme, mais ça sera de l'astrologie tout simplement parce que l'astrologie doit également étudier les moments où l'astrologie ne fonctionne plus. Et dans les périodes de vide, vous aviez remarqué quelque chose alors? Ben, dans les périodes de vide, on vient de vous le dire, c'est des périodes justement de chaos. Voilà, de désordre. Voilà. Donc, mais cette période de désordre ne peut apparaître que si vous avez un nombre limité de facteurs. Si vous avez trop de facteurs, le vide n'apparaîtra jamais. Et donc par conséquent, la dialectique entre le plein et le vide, elle est cassée. Voilà, c'est ça que je veux dire. En fin de compte, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est comme si vous aviez cassé une dialectique. Vous avez cassé une dialectique, au lieu d'aller dire alternance de plein et de vide, vous avez créé un système où on est constamment dans le plein. Et donc par conséquent, le dialogue, le discours prévisionnel astrologique, il perd son sens, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure très bien, monsieur Lucas, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on vit à la fois les périodes de vache grasse et les périodes de vache maigre. C'est-à-dire à quel moment on vit des périodes où effectivement il y a une intensité d'énergie et des périodes où il y a une baisse d'énergie. Si on est constamment dans l'énergie qui est tout le temps là, eh bien il y a des reliefs qui n'apparaissent pas. Il y a des structures de temps qui n'apparaissent pas. Et donc je pense que notre conversation aura été intéressante, puisque en effet, on aura fait apparaître cela. Moi, je ne suis pas sûr de vous avoir convaincu, parce que vous êtes très marqué par votre... Je ne sais pas si je suis convaincu, oui. Mais ça ne surprendrait pas spécialement, de toute façon. Mais disons que c'est pour vous montrer il y a actuellement des questions, l'astrologie se remet en question. C'est sûr, je ne suis pas convaincu parce que je ne sais pas, je n'ai pas de preuves. Ben écoutez, on pourrait vous en apporter des preuves, voilà. Mais on est limité dans le temps, de toute façon, ici. Il faudrait faire des recherches dans le passé. Bien entendu, mais ça a été fait, hein, ne vous inquiétez pas sur ce point.